monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour ouvrir un nouveau bookmag parce que faut savoir que j'avais commencé à faire une vidéo hier, mais je n'ai plus d'espace de stockage ni sur mon téléphone, ni sur mon OneDrive, ni sur Google, ni sur quoi que vous voulez. Donc du coup, ben, j'ai tourné mais ça n'a pas enregistré, donc c'était pas fait. Donc bon, d'un côté, je me dis que c'est peut-être pas forcément plus mal parce que j'ai pas mal fait de machin et tout. Donc du coup, je reprends tout aujourd'hui. Mais avant de vous reprendre la vidéo d'hier, bonne nouvelle! J'ai reçu une nouvelle ce matin. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Alors, je vais vous expliquer tout depuis le début. En fait, hier soir, je parlais avec Stéphanie du compte Madame se livre sur Instagram. On parlait de Muse et tout ça. Elle me disait qu'on pouvait candidater pour être ambassadrice Muse. Alors moi, je me suis dit, ouais, bon écoute, je vais essayer. J'adore cette marque, mais bon, après 1100 abonnés sur Instagram et 100 sur YouTube, j'ai dit ça va pas forcément peser beaucoup dans la balance, en sachant qu'il y a peut-être des gens qui ont de plus gros comptes et du coup de plus gros espoirs. Et ce matin, je me suis levée à 7 h, le temps d'allumer le téléphone et tout ça, 7 h 10. Et là, je vois quoi? Mon Dieu. Je vois que Muse m'a envoyé un mail. J'ai presque plus de batterie, je m'excuse. M'a envoyé un mail en disant que ma demande, entre guillemets, avait été acceptée. Donc, vous avez en face de vous la nouvelle ambassadrice Muse. Je suis trop contente, je suis trop contente. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, j'ai un code promo de 15%. Donc, je vous le mettrai juste en dessous ici. Normalement, j'arriverai à le mettre. Vous n'avez pas de minimum de commande. Par contre... au moment où on va sortir cette vidéo, je ne sais pas si la livraison gratuite sera encore d'actualité sur le site de Muse, mais je vous aurai déjà tout expliqué sur Instagram. Donc si jamais vous avez cette vidéo et que la livraison est toujours offerte, vous pouvez cumuler les 15% avec. La seule chose qui ne se cumule pas, c'est le pourcentage de nouveautés avec mon code promo. On peut mettre qu'un seul code promo par commande. Donc vous avez 15% sur tout le site, sans minimum d'achat, sans maximum non plus. Donc n'hésitez pas, franchement c'est cadeau, allez-y. Moi en échange, parce que forcément c'est un contrat, donc il y a un échange. Je n'ai pas de lien affilié. En fait, le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, ça va juste leur permettre de faire les remontées de visite et d'achat via mon lien. Je ne suis pas rémunérée du tout si vous passez par ce lien. Ou si vous commandez par un autre, voilà, c'est juste pour avoir des remontées, pour faire des stats, des blabla, voir si ça fonctionne, quoi, très clairement. Et du coup, après, moi, j'ai choisi, si vous voulez, un produit qui va m'être envoyé, donc pour pouvoir faire du contenu. Sauf que je n'ai pas voulu attendre de recevoir le t-shirt pour vous en parler, surtout qu'en plus, regardez, j'en ai un sur moi-même. Faut savoir que c'est du coton 100% bio. Les t-shirts blancs se nettoient franchement très facilement. Et après, moi je prends du taille L pour avoir un petit peu de flou. Voilà, que ça soit... Ça me colle pas trop parce que j'ai un petit bidou. Donc voilà, moi je vous prêchez une convaincue, on va dire. Hein. Moi je suis convaincue par cette marque. Je pense que je dois avoir... peut-être 7 ou 8 suites de la marque et en plus mon anniversaire arrive au mois de septembre, donc je vais me faire encore une autre razzia sur le site, et puis voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les noter en commentaire ou alors venir me parler directement en MP sur Instagram, il n'y a pas de souci, je suis joignable, je suis abordable, je suis tout ce que vous voulez, que voulez-vous. Sinon, à part cette bonne nouvelle, hier soir, j'ai terminé Le Sourire au livre de Cynthia Kafka. Alors franchement, c'est un énorme coup de cœur. C'est pas le même genre de coup de cœur que je peux avoir avec un thriller, parce qu'on n'est pas du tout sur un thriller déjà. Et ensuite, c'est un roman bourré d'émotions. Du début jusqu'à la fin, dès les premières pages, on est happé. Et ça se lit super vite. Cynthia Kafka a une plume, franchement, ça se lit tout seul. C'est d'une facilité. Facilité, c'est pas forcément le bon mot, mais
C'est un style d'écriture qui se lit très bien, qui est compréhensible et qui nous donne envie de savoir le pourquoi du comment, tout simplement. Tous les personnages sont hauts en couleur, mais on n'est pas dans le trop, on n'est pas dans le pas assez. On est dans le juste ce qu'il faut. C'est pas niais, on tombe pas non plus dans la caricature. Franchement, c'est... Je saurais pas plus vous dire en fait que c'est un énorme coup de cœur. La couverture, magnifique. Et je trouve que, bon après, le seul autre que j'ai lu de l'autrice, c'est Contre vents et secrets. Donc, je n'ai pas tout lu de l'autrice, mais pour moi, entre les deux, c'est clairement celui-là qui sera mon coup de cœur. Je suis en train d'oublier, c'est que j'entends la pluie juste derrière moi et je me dis, mon Dieu, j'espère que j'ai fermé les fenêtres de ma voiture. Bref, s'il faut, hein, j'aurai les fesses mouillées. C'est pas forcément bien grave. Après, toutes les bonnes nouvelles que j'ai en ce moment, ça me dérange pas. Donc, si vous voulez un roman tout plein d'émotions, d'amour, d'amitié, de partage, des personnages hauts en couleur, moi, je fais une grosse, n'importe quoi, une grosse dédicace à Ida. C'est mon personnage préféré du roman, Ida, mais... Voilà, j'aimerais être comme elle à son âge, ça serait franchement top. J'en prends le chemin, hein, mais j'espère franchement être comme elle. Et voilà, si vous ne savez pas quoi lire ce mois d'août, foncez! Alors du coup, j'ai décidé de prendre une nouvelle lecture. Dans ma belle pochette de Steph de Piketty en collaboration avec Adelcha. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. En plus, j'ai le vernis un petit peu camailleux de vert. Bon bref, on n'est pas là pour parler peinture. Donc je vais lire les chroniques de Bond Street de MC Beaton, le premier tome. Qui... Mais alors, mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Psst, mais ça te suffit? Tu veux parler à la vidéo? Voilà, donc c'est ma lecture normalement de la nuit du hasard du mois de juillet. Oui, je sais, on est au mois d'août, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas eu le temps de le lire avant, donc... surtout qu'en plus, je crois qu'on en est déjà au 3e tome, donc c'est parfait. Je vous lis la 4e. Malgré son rang, Lady Fortescue, veuve septuagénaire, n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle hésite cependant à se séparer de sa grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu'elle ne paye plus depuis longtemps. Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d'autres infortunés et de transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, au Parent pauvre devient le lieu le plus chic de Londres, mais son neveu, le duc de Rochester, voit cette petite révolution d'un mauvais œil et se met en tête de fermer l'hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet James, la cuisinière en chef, pourra bien le faire changer d'avis. Voilà, j'ai déjà lu le premier et le 2e tome d'Agatha Raisin de cette autrice, que je n'ai pas du tout aimé. Pas du tout, mais pas du tout. Je n'ai pas aimé l'humour anglais, tout ça, c'était vraiment pas fun. Et du coup, ben, on va essayer celui-ci, qui apparemment est une romance un peu légèreté, enfin voilà. Donc du coup, oulala, je vois que c'est... regardez-moi cette police d'écriture. Ah, c'est vachement aéré, hein. Oh, punaise. Ça va être rigolo à lire, ça, tout ça. J'aime bien quand c'est aéré comme ça. Avec, bien sûr, un marque-page de chez Léa Boucadit. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je vous reprends un peu plus tard pour mon avancée de... Ah non, partez pas, attendez, oula. Oula. J'ai oublié. Je suis toujours à l'audio avec Les Heures Insouciantes de Carole Declercq. Au départ, j'ai eu un peu de mal avec la personne qui compte le roman, parce que je trouve qu'elle le lit un peu trop. Elle met peut-être pas assez d'intention, mais il y a aussi le fait que c'est un premier tome, donc il y a énormément de personnages à mettre en place, surtout qu'en plus... ça se passe entre la France et l'Allemagne, donc autant vous dire que les noms allemands, c'est une torture. Le nom des villes allemandes est une torture. Enfin bon, bref, tout est une torture. Mais bon, du coup,
Je pense que j'ai lu à peu près... Enfin, j'ai écouté. Surtout, je crois que je suis à peu près 4 heures et il en fait 11. Pour le moment, ça s'écoute mieux. Je l'ai mieux écouté aujourd'hui qu'hier. Parce que bon, les personnages sont installés et tout ça. Mais... voilà, je me demande quel est le but de ce roman. Il doit bien y en avoir un, forcément, mais voilà. On est avec une famille de diplomates qui vivent en France et qui, du coup, doivent partir en Allemagne. On est à peu près dans les années 38. Donc, partent en Allemagne pour essayer... comment expliquer ça? En fait, le père est diplomate, donc du coup... il est chargé un petit peu d'essayer d'assouplir le régime allemand parce que Hitler commence à prendre de plus en plus de force. Et du coup, il essaye de tempérer ça. Il a rendez-vous aussi avec un diplomate anglais, etc. Et du coup, on en est à peu près là aux années 38-39, dans quand même une bourgeoisie quand même, puisque monsieur Père est diplomate. Me demandez pas les prénoms parce que honnêtement, avec la ribambelle de personnages qu'il y a, je ne m'en souviens pas. Je sais que le personnage principal, c'est Pauline, qui est du coup est la fille du diplomate. Elle va tomber amoureuse d'un Allemand. Voilà, et on en est là pour le moment. Donc, et là, je suis à la deuxième partie où on est avec sa meilleure amie qui s'appelle Nathalie. Et voilà, on va bien voir ce qui se passe. Et surtout, j'espère savoir où veut en venir l'autrice. Je vais y arriver. Donc, pareil, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous reparler de ma lecture audio. Normalement, demain, je devrais l'écouter encore bien 1h30 de plus. Donc, j'arriverai peut-être à la moitié du roman. Donc, j'en saurai peut-être un peu plus sur les intentions de l'autrice. Parce que là, je vous avouerai que c'est quand même assez flou. À part savoir qu'on est quelques années, quelques heures avant la Seconde Guerre mondiale, dans une famille aristocratique. Voilà, pas plus. Donc je vous reprends un petit peu plus tard et je vous dis à plus tard. Ciao! Coucou, je vous prends, nous sommes vendredi, fin de semaine, et je viens vous prendre... Attendez, je monte un petit peu à la chaise parce que je suis un peu basse. Je vous fais l'unboxing d'un coffret de chez Cube. Donc, fin d'année dernière, j'avais pris un abonnement à Nouveaux Horizons qui fait que cette année, on reçoit 4 box suivant les pays. Donc, là où vous avez l'Angleterre, puis après, j'ai reçu l'Inde, et là, c'est le tour du Brésil. Alors, je trouve que les boîtes sont toujours aussi sublimes. Je vous essaye de vous montrer le couvercle un peu plus proche. Je trouve que les photos sont magnifiques. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, un petit marque-page qui reprend le couvercle de la box. Ensuite, nous avons de l'Acaçaï bio. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, il faudra que je me renseigne. Alors, utilisation 3 cuillères à café, 15 grammes par jour à mélanger dans une boisson ou dans les préparations sucrées ou salées. C'est peut-être un fortifiant ou peut-être des vitamines. À voir, à se renseigner. Ensuite, sucre de canne à la fève de tonka. Ça doit être pas mal dans les gâteaux ou un truc comme ça. Bon, il n'y en a pas non plus énormément, mais il n'y a pas marqué combien de grammes il y a. Ben non. Ben on ne sait pas. Dommage ça. Ah, 600 grammes. Ensuite, des noix d'Amazonie de Magellan, si je ne me trompe pas. Donc ça sera pas pour moi, ça sera pour mon homme. Je mange pas les noix. Et ensuite, nous arrivons au bouquin. Alors, le premier. Brésil, les colères d'un géant chez Collection L'âme des peuples de Patrice Montagu Williams. J'aime beaucoup cette petite couverture. Très sympa. Alors, je vous lis la 4e. Le Brésil est en crise. La présidence de Jair Bolsonaro a allumé de nombreux incendies. Et rien ne garantit que Lula da Silva, de retour à la tête de cet immense pays, parviendra à les atteindre. Mais qui connaît les Brésiliens, orphelins de leur roi pelé,
soit que cette immensité géographique, source d'infini métissage, leur colle à la peau comme une seconde nature. Musique, émotion, passion, football, réussite, richesse, inégalité sociale, opportunité, tout sur cette terre conquise par une poignée de colons se joue en dehors des cadres habituels. Sa miraculeuse renaissance, synonyme de développement économique et d'aspiration géopolitique, ne sera jamais linéaire. Ce petit livre n'est pas un guide, c'est un décodeur, un voyage des rivages d'Ipanema aux profondeurs indigènes de la forêt tropicale pour mieux connaître les passions brésiliennes et donc mieux les comprendre. L'âme des peuples, parce que pour connaître les peuples, il faut d'abord les comprendre. Ça a l'air super intéressant en plus, il est court. Il fait 89 pages. Au moins qu'il soit plus petit même encore. Ah mais c'est comme si on posait des questions en fait. La population indigène est-elle nombreuse à l'arrivée des Portugais? D'accord. Je sais pas trop comment c'est réparti. Ah oui, il y a un entretien à la fin. Donc en fait le roman il fait que 58 pages. Donc très intéressant. Ensuite, nous avons une petite carte donc, qui rassemble ce qu'il y a dans la box. Et derrière, vous avez une petite recette qui est Quindim, le flan coco brésilien. Je vous la laisse là si jamais vous voulez faire une capture d'écran. Ensuite, deuxième roman. Deux frères de Milton Atum aux éditions Babel. Je trouve la couverture sublime. Est-ce que ça vous donne pas envie de vous évader, ça? Non? Moi si, complètement. Alors, la quatrième de couverture. Rejetant d'une famille libanaise installée à Manos, les jumeaux Yakub et Omar, je suis désolée pour l'accent, mais je ne sais pas comment ça se prononce, se haïssent depuis la naissance. Leur mère n'a jamais caché sa préférence pour Omar, qui a failli mourir juste après sa venue au monde, et les a élevés en les dressant malgré elle l'un contre l'autre. À 12 ans, Yakub est envoyé seul au Liban, terre des origines, tandis qu'Omar se prélasse dans son âge ingrat et dans le giron maternel. Au retour de Yakub, 5 ans plus tard, le fossé s'est creusé entre eux et chacun se précipite vers son destin. Fils de la domestique, orpheline indienne recueillie naguère, le jeune narrateur a grandi dans cette maison, a recueilli les secrets des uns, deviné ceux des autres, et il tente par son récit de démêler les fils du passé et de pénétrer le mystère de sa naissance. Ce roman foisonnant relate la chute d'une famille en même temps que la déchéance de la ville de Manaus dans un Brésil soumis aux mutations du XXe siècle. Fervent défenseur de la mixité culturelle, Milton Atum offre le plus beau rôle au narrateur doublement bâtard, le sans père, le sans mêlé, qui seul pourra s'inventer un avenir. Très, il me donne beaucoup envie ce ce roman. J'ai failli avaler mes cheveux. Ouais. Il fait. On va y arriver. Il fait 292 pages, donc il n'est pas non plus très gros. Je me le calerai peut-être d'ici septembre pour essayer de prolonger un peu les vacances et l'exotisme. Ensuite, troisième roman. Brésil, terre d'amitié de Georges Bernanos aux éditions La Petite Vermillon. Couverture qui fait le job. Très sympathique, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai un deuxième roman aussi comme ça dans ma palle de la même maison d'édition. Je vous lis la quatrième. En 1938, désespéré par les compromissions de l'Église et par la lâcheté des démocraties, Georges Bernanos quitte l'Europe avec sa femme et ses 6 enfants pour recréer une nouvelle France en Amérique latine. Au Brésil, l'écrivain passe 7 longues années en exil à Rio de Janeiro, Itepava, Juiz de Fora, Vassouras, Pirapora et Barbacena. Je suis sûre que l'auteur l'a fait exprès. C'est des noms de villes, si tu les connais pas, c'est un enfer à dire. Bref, j'y suis arrivée. Yes, on continue.
Contrairement à Stefan Zweig, venu lui rendre visite dans sa ferme quelques jours avant son suicide, le romancier français n'a pas laissé de livre pour célébrer ce pays qu'il a tant aimé. Toutefois, au fil des pages consacrées à cette terre d'espérance et d'amitié, dans Lettres aux Anglais, les enfants humiliés, le chemin de la croix des âmes, sa correspondance trop peu connue et quelques articles publiés après son retour en France, on découvre que Bernanos s'est fait du Brésil une image tout à lui au cœur des soubresauts de la Seconde Guerre mondiale. Et l'on comprend que c'est un homme profondément changé qui a dit adieu au Cristo Redemptor du Corcovado le 2 juin 1945. Ah, mais c'est pas un livre récent alors? Romancier et journaliste anti-franquiste exilé au Paraguay, puis au Brésil et en Tunisie, Georges Bernanos, 1888-1948, est notamment l'auteur de Sous le soleil de Satan, 1926, Journal d'un curé de campagne, 1936, et Dialogue des Carmélites, 1947. Ouais, j'aime bien le fait de découvrir des auteurs moins récents qui sont décédés. Enfin là, du coup, pour le coup, je suis servi. N'empêche, 1888-1948, il aura connu les deux guerres. Paix à toi, Georges Bernanos, franchement. Et le dernier, et non des moindres, j'adore la couverture, là aussi, ça rappelle un peu une couverture un peu circus. Vous voyez, au niveau du dessus, avec le titre du roman écrit comme ça. Là, on a un diplodocus. Hop. Là, il y a une grande roue, et là, je sais pas. C'est une faille spatio-temporelle. C'est ça. Donc le roman s'appelle Tupi. Pourquoi ils ont fait ça? Tupinilandia de Samir Macado des Macado. D'accord. C'est aux éditions Métaillé. Je vous lis la 4e. Au cœur de l'Amazonie, loin de tout, et en plus ils le remettent, Tupinilandia est un parc d'attractions construit dans le plus grand secret par un riche industriel admirateur de Walt Disney pour célébrer le Brésil et le retour de la démocratie à la fin des années 80. Le jour de l'inauguration, un groupe armé boucle le parc et prend 400 personnes en otage. Silence radio et télévision. 30 ans plus tard, un archéologue qui ne cesse de répéter à ses étudiants qu'il faut abandonner toute idée de devenir un jour Indiana Jones revient sur ces lieux avant qu'ils ne soient recouverts par le bassin d'un barrage. Il découvre à son arrivée une situation impensable. Au milieu des vestiges du parc dévoré par la nature vit une colonie fasciste, je sais pas, c'est écrit F-A-S-C-I-T-E. Donc fasciste orwellienne. Donc, à méditer, à savoir ce que ça veut dire. À la tête d'une troupe de jeunes gens ignorant tout du monde extérieur qu'ils croient dominé par le communisme, il va s'attaquer aux représentants d'une idéologie qu'il pensait disparue avec une conviction et une habileté tirée de son addiction aux films d'aventure des années 80. Avec humour, intelligence et une imagination foisonnante, l'auteur renverse les clichés des romans d'aventure et des films d'action tout en réfléchissant sur l'ambiguïté de la nostalgie et les dangers du nationalisme. Une magnifique preuve que le plaisir de raconter une histoire extraordinaire servie par un talent littéraire remarquable peut se mettre au service d'une réflexion politique sur la mémoire, le populisme et la nostalgie. Pour l'auteur, il n'y a de barrière entre la grande littérature et le divertissement. Jules Verne et Picsou sont traités avec le même amour que Shakespeare et Flaubert, au globo. Alors, Samir Macado de Macado est né à Porto Alegre, Brésil, en 1981. Il est écrivain, scénariste, graphiste et traducteur de Conan Doyle. Hey! Tupinilandia est son premier roman traduit en français. Celui-là aussi, il me donne bien envie, mais voilà, c'est quand même écrit. Voilà. Mais il me donne bien envie. Je pense que je vais en programmer 2 pour septembre. Parce que je trouve la couverture magnifique et il m'intrigue fortement. Ah oui, j'avais pas vu, vous avez la petite arrivée là avec un peu comme Mickey Mouse. Vous voyez? Sauf que c'est pas réellement Mickey, mais c'est un petit peu la même position qu'il a. Voilà pour cette box. Donc, écoutez, je suis pas trop mécontente de cette box-là. Autant des fois, je me dis, bon,
on tombe sur des trucs pas foufou. Mais honnêtement, avec Cube, si je peux vous donner mon avis personnel, et pour avoir eu des box dédiées Cube et des box dédiées Exploratologie, je trouve que les romans proposés par Cube restent quand même assez abordables de tous les lecteurs. Je veux dire, c'est pas forcément à chaque fois que de la grande littérature, où c'est vraiment axé à un vocabularisme très évolué. Non pas que je dis que nous ne sommes pas évolués, mais voilà, c'est de la littérature accessible, on va dire, accessible à tous. Donc je suis contente. Mais du coup, il va me rester une autre box à recevoir en novembre. Donc voilà. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on va nous envoyer. Parce qu'on a déjà eu l'Inde, l'Angleterre, le Brésil. Ça m'étonnerait que nous ayons la Chine et la Russie, très honnêtement, entre nous. Mais pourquoi pas de la littérature japonaise? Pourquoi pas le Japon? J'aimerais beaucoup avoir une box sur le Japon, ça serait super. Avec un éventail. Ouais, si la Cube passe par là, pensez à une box Japon, ça serait très intéressant d'avoir cette box-là. Sinon, une autre nouvelle, mais vous allez avoir la vidéo lundi, mais tant pis, si jamais vous voulez me voir. Ce soir, je suis invitée sur la chaîne Twitch de Skyrider, qui est le mari de Lectrice Rebelle sur Instagram. Ce soir à 20 h. Donc bon, quand vous aurez cette vidéo, le live sera déjà passé, mais vous pourrez avoir la rediffusion si ça vous intéresse de regarder. Honnêtement, ça va être un live sans prise de tête. Quand vous m'avez moi dans un live, de toute façon, c'est généralement sans prise de tête. Hein. Donc de la rigolade à foison, on adore ça. Sinon, quelque chose d'autre. Mon livre audio, j'ai pas plus avancé parce qu'aujourd'hui, j'étais sur Aurillac. Donc j'ai pas... J'étais au bureau, donc je ne l'ai pas écouté. Par contre, demain, je rejoins les copines à Clermont-Ferrand. Donc, j'en récupère une à Issoire. Donc, d'Aurillac à Issoire, j'ai à peu près 2 heures de route toute seule. Donc, ça me fait 4 heures aller-retour. Je pense que je me le mettrai comme ça. Ça me fera avancer. Et je pense que je ne serai pas très loin de le terminer même. Donc, la semaine prochaine, par contre, je pense que je ne prendrai pas d'audio. Parce que j'ai mon chef qui est revenu d'arrêt maladie, donc il veut tourner avec moi sur le terrain. Donc mercredi, je ne pourrai pas l'écouter. Et puis après, je pars en congé, donc ça ferait vraiment trop long d'attaquer un livre audio la semaine prochaine et le reprendre que 15 jours après. Donc pas de livre audio la semaine prochaine. Sinon... Du coup, j'ai commencé, mais je pense que je ne vais pas pouvoir trop vous en parler. J'ai commencé les Chroniques de Bond Street de MC Beaton, publiées aux éditions Albin Michel. Et j'en suis à la page 68 et je suis au chapitre 3. Alors, la chose que j'apprécie énormément, c'est qu'à chaque en tête de chapitre, vous avez une petite citation. Et je trouve ça super sympa d'avoir une petite citation chaque début de chapitre qui est en fait... En gros, relate le chapitre que vous allez lire. Est-ce que je pourrais en dire? MC Beaton, je l'ai connu avec Agatha Raisin. Et ça n'est pas passé du tout. Mais pas du tout. Et j'ai pas aimé le personnage. J'ai pas aimé l'humour anglais. Après, je sais que la saga Agatha Raisin remonte à loin maintenant. Puisqu'elle les a pas fait ces dernières années. C'est un peu comme les premiers Agatha Christie, des fois ils sont un peu ardos à lire, mais c'était pas du tout passé. Après j'ai eu quoi lors de Noël, on m'a offert le premier tome de Les Enquêtes de Lady Rose. Là c'est pareil, je sais pas. Au bout de 3-4 pages, j'ai laissé tomber, j'y arrivais pas. Alors, je me suis dit, tant pis, cette autrice n'est pas faite pour moi. Et puis, miraculeusement, elle a sorti une saga, les Chroniques de Bond Street, qui n'est pas du tout dans le cozy crime, tout ça. Et honnêtement, au bout de 68 pages, je peux vous dire que je m'éclate. Franchement, c'est drôle, c'est frais, ça fait du bien, c'est tout ce qu'on aime l'été. En fait, c'est l'histoire de l'aristocratie dans les années 1800, pendant la Régence,
des personnes désargentées, tout simplement, qui ont peut-être un titre, mais qui n'ont plus du tout un seul sou. Et en fait, cette matriarche, entre guillemets, possède, on pourrait dire, un immeuble ou un petit château qu'elle ne veut pas du tout se séparer. Et du coup, elle décide de regrouper, de partir à la chasse d'autres personnes désargentées comme elle, afin de mettre leur maigre salaire en commun et de pouvoir vivre un peu mieux, parce que il y a des personnes qui n'avaient même pas d'argent pour pouvoir se nourrir, juste de quoi payer son loyer. Donc je trouve que l'histoire a quand même un bon fond. Mais alors on rigole. Qu'est-ce qu'on rigole? C'est des personnages, vous avez chacun a bien son caractère bien défini. Et c'est tellement drôle, donc j'en suis vraiment au début. Et ce roman comporte 2 histoires. Alors par contre, je sais pas où attaque la deuxième. Je pense à peu près à la moitié du roman. Donc là, on est encore sur la première. 8. Ah, voilà. Donc la première, elle fait 188 pages. Et la deuxième, je pense que ça doit être à peu près... Ouais, 191, 291... Ouais, elle fait un peu moins de 200 pages. Un peu moins de 200 pages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la première histoire, donc jusqu'à la page 198. Je vais le mettre en pause. Je prendrai un petit roman que j'ai dans ma page, j'en ai bien assez, hein. On voit que ça. Voilà. Donc, je pense que j'arriverai facilement à trouver une petite lecture, ou alors je serai peut-être dans ma box Brésil pour voir. Et après, je lirai la deuxième petite histoire. La semaine prochaine, nous avions prévu de lire Les Sirènes de Malibu, normalement, en lecture commune. Et finalement, c'est décalé d'1 semaine. Donc à la place, qu'est-ce que j'avais mis? À la place, j'avais mis Beauté fatale et Les ombres d'Adélaïde et Hills. Est-ce que je lirai pas Beauté fatale à la place et que je me prendrai un autre roman? Bon, on en parlera plus tard. C'est la semaine prochaine. Nous n'y sommes pas encore. Nous ne sommes que vendredi. Du coup, je pense pas que demain je vais vous prendre. Parce que j'aurais pas lu, tout simplement. Ça sera juste pas possible. Par contre, je clôturerai le vlog dimanche, comme d'habitude. Et j'espère pouvoir avoir terminé la première histoire des Chroniques de Bond Street. Parce que sinon, cette semaine-là... Ouais, j'aurais lu que Le Sourire au livre. Non, mais on va essayer de mettre le turbo sur les Chroniques de Bond Street. Et puis, je vous reprends plus tard pour vous en parler. Ciao! Nous sommes dimanche matin et je vous prends pas pour clôturer ce bookmag, en tout cas pas encore, mais je viens vous parler de mes achats. Alors hier j'étais à Clermont pour rejoindre les copines Boosta et du coup quand on monte à Clermont, voilà, il y a forcément des achats. Alors excusez un petit peu ma tête, mais je suis complètement fracassée d'hier, ma voix également. Je me demande si j'ai pas attrapé un rhume, mais bon, on va espérer que non. Alors le premier roman, c'est Le parfum de citronnier de Cristina Campos. J'ai demandé à
ma copine Nat de me le récupérer aux noces d'Issoire, pas d'Issoire, de Clermont-Ferrand le week-end dernier. J'ai vu qu'il y était, alors je lui ai dit de me le prendre. Je voulais la 4e. Enfin, je vous aurais bien lu la 4e, mais il y a l'étiquette en plein milieu de la 4e. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever. On va croiser les doigts. Ouais, j'arriverai à peu près à vous la lire. Ils sont pénibles avec ces étiquettes parce qu'elles ne s'enlèvent pas facilement. Surtout qu'ils avaient d'autres endroits pour la coller, mais bon, nous ne dirons rien. Mais ça devrait suffire pour dire. Alors, 2010, Majorque. Marina et Anna, deux sœurs qui ont passé des années sans se voir à la suite d'un désaccord, sont réunies pour signer la vente d'un moulin dont elles viennent d'hériter de la part d'une parfaite inconnue. Tout sépare les deux femmes. Marina vient de rentrer sur leur île natale après avoir couru le monde pour Médecins sans frontières, tandis qu'Anna, mariée à un homme qu'elle n'aime pas, n'a jamais quitté l'île. Déterminées à percer le secret qui entoure cet héritage mystérieux, les deux jeunes femmes vont tenter de rattraper le temps perdu. Car du temps, Anna n'en a plus beaucoup. Et peut-être est-ce justement l'occasion de faire le point sur sa vie, ce qu'elle regrette et ce qu'elle peut encore réparer. C'est un roman espagnol. Février 2020. Est-ce qu'il y avait déjà les avis Ah oui, au début du roman. Alors, qui c'est qu'on a? Ce qui est bien, c'est que j'en connais aucune. Alors, on a Alexia qui dit « J'ai beaucoup aimé suivre les aventures de ces personnages, tous différents, tous intrigants, avec leur propre histoire et ce mélange de plusieurs langues et cultures que j'aime beaucoup. » On a Sandra de Mordu de Lecture qui nous dit « De nombreux sujets sont abordés dans ce très beau roman. Ce n'est pas seulement l'histoire de deux sœurs que tout oppose et aux destins différents, c'est aussi un livre qui évoque les relations mère-fille parfois complexes, un très beau premier roman. » Donc je sais pas si, je pense qu'elle a dû en faire d'autres, l'autrice, mais en tout cas, ah si, il y en a d'autres là. Hélène, Flavie, non, je connais pas après les autres. Donc voilà pour ce premier roman. Ensuite, on va dire que c'est des romans achat cadeau. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, je devais justement payer ce roman du coup à Nat et comme on a mangé ensemble, je lui ai dit, bah, écoute, je te paye le cocktail et puis on n'en parle plus. Sauf que le cocktail était plus cher que le roman. Donc du coup, il a fallu compenser avec des livres. Ingrid, si tu passes par là, cet achat est exclusivement influencé par toi. Tu m'as dit de choisir Le Chuchoteur de Donato Carisi comme première lecture pour cet auteur. Donc je t'ai écouté, je l'ai pris d'occasion. Le dos est un peu abîmé, je ne sais pas si vous le verrez, mais bon. Un livre gratuit, ça ne se refuse pas. Surtout qu'après, bon, il y a juste les pages jaunies. Pour le premier roman, ça ira très bien. Je vous lis la 4e. 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Déjà, ça vous met en appétit, impeccable. Depuis qu'ils enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe d'agents spéciaux ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les mène à des assassins différents. La découverte d'un 6e bras dans la clairière appartenant à une victime inconnue les convainc d'appeler en renfort Mila Vasquez, experte dans les affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement spartiate converti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Tous les meurtres sont liés, le vrai coupable est ailleurs. Quand on tue des enfants, Dieu sait et le diable murmure. Dieu se tait et le diable murmure. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Ah oui, d'accord, quand même. Ah oui, inspiré de faits réels. Oh la vache. Bon, après, vous voyez, le livre n'est pas forcément très... Là, il y a des petites taches, des petits trucs comme ça. Là, je pense qu'il est un peu corné, non? Non, il n'est pas corné. Bon, il est un peu jauni par le temps, mais bon, pour un premier roman d'occasion, ça me va très bien. Et le dernier, parce que du coup, nous sommes allés au Bibliovore, et le roman est à 3 €, et si on en prend 4, il est à 10. Donc, comme Nathan en avait 3, elle m'a demandé si je voulais pas en prendre un autre. Je lui ai dit, oui, bien sûr, Nat, si tu me le demandes si gentiment. Du coup, j'ai pris De nulle part de Claire Favant, publié aux éditions HarperCollins Noir. Je l'avais vu l'année dernière à Brive.
Je voulais lui prendre, mais vu que il était en format broché l'année dernière, je lui avais pris 2 poches. J'avais pas forcément envie d'éclater ma carte bancaire non plus. Surtout qu'en plus, je l'ai éclaté. Donc bon, bref. Gratuit, d'occasion. Parfait. Je vous lis la 4e. Chatou, fin des années 1990. 2 nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite se charger de séparer. Trappes, 2020. Ballotté de foyers sordides en famille d'accueil, Antoine, dit Tony, s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener de front études de droit et petits boulots et qui sait dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère, sa copie conforme et son exact contraire. Un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé à la surprise de la première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle. Car il n'oublie pas, l'échec est inscrit en lui depuis son premier cri, mais il reste l'espoir, cet espoir qui engendre le supplice. Claire Favant livre un étouffant thriller psychologique et un cri de révolte contre la tragédie endurée par les enfants placés. Voilà. Donc niveau littérature, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Parce que mon anniversaire est au mois de septembre, donc du coup, il ne faut pas que j'achète trop de livres pour que les gens puissent piocher dans la wishlist. Donc je pense que d'ici la fin du mois d'août, j'aurais peut-être acheté que 2-3 romans, mais pas plus. Pour regarder la surprise pour l'anniversaire. Sinon, après, j'ai craqué sur du thé. Nous sommes passés à une petite boutique que Lucille nous a conseillée parce qu'elle avait déjà testé plusieurs thés. Donc moi, honnêtement, j'ai craqué, j'en ai pris 4. Comme ça. J'ai pris oolong caramel au beurre salé. Bon, ça se passe de description. Hein. C'est du oolong et il y a du caramel beurre salé. Ensuite, j'ai craqué pour du thé vert jasmin. Voilà. Petite notification à Estelle du compte Petite Lectrice. Ensuite, j'ai pris le 4 heures. C'est un thé noir aux saveurs de fraises et de rhubarbe. Je l'ai trouvé très gourmand. Alors du coup, j'ai dit, allez, on y va. Et le dernier, thé noir vanille. Voilà, j'avais envie d'essayer, il sentait bon la vanille, donc le thé noir j'aime, la vanille j'aime, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Donc j'ai fait plus que le plein de thé, parce que j'ai mon tiroir à thé qui va déborder, je sais même pas où est-ce que je vais ranger cela. C'est compliqué. Ou alors il va falloir que je fasse de la place dans un autre tiroir. Peut-être, enfin je verrai comment j'organise ça. Sinon... Bon, j'ai pas plus avancé dans ma lecture écrite puisque j'ai conduit hier et je pensais continuer d'écouter les heures associantes de Carole Declercq à l'audio, mais j'ai eu tellement mal à la tête qu'en fait ça a été Linkin Park à l'aller, Linkin Park au retour, donc voilà, j'aurais pas écouté mon livre audio. Je sais pas si la semaine prochaine j'aurai le temps de le terminer, ce serait bien puisqu'après je pars en vacances, donc du coup ça va laisser 2 semaines de décalage pour pouvoir le terminer. En ce qui me concerne, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour essayer de vous parler de la première histoire des Chroniques de Bond Street. J'en suis à la page 155 et il fait 197 pages. Donc je pense que je vous en reparlerai ce soir pour la clôture du Bookmag. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Alors je vous reprends juste 2 petites minutes parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé à quoi ressemblait mon tiroir de thé. Donc du coup, je vous le montre. Voilà, ici vous avez tous mes thés. Donc là, nous avons un thé de Noël de la marque Taillefer. Donc là, on a le thé du Louvre, Palais d'été côté jardin, que j'adore, en sachet. Donc là, mes achats d'hier. Ça, c'est un sachet de thé que j'avais gagné lors d'une box. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si jamais il y en a, ils savent ce que c'est, ben, dites-le moi. Ensuite, là, nous avons la camomille de monsieur. Ici, pareil, c'est du thé noir aromatisé pêche abricotée que j'ai pris chez mon torréfacteur à Aurillac. Là, ici, on a la pêche glaciale de Palais d'été. Ici, c'est du chai,
du thé de chai. Après là, nous avons le thé des neiges, donc il n'y a pas trop de circonstances. Ici, fleur de sureau, sucre de fleur de coco, pardon, je dis n'importe quoi. Ici, j'ai mon deuxième paquet de thé noir aromatisé, donc secret de Scheherazade. Il est délicieux. L'étiquette dit mélange d'une sélection de thé noir aromatisé à l'orange, aux amandes et à la pêche avec des pétales de rose. Il est super bon. Ensuite, là, j'ai du thé matcha, poudre de thé vert matcha, que je pense que je ne boirai jamais. Donc, si jamais ça peut intéresser quelqu'un, vous me le dites. Ici, c'est tout ce qui me reste des petits sachets vrac de la T-Box qui a fermé. Donc, j'ai vraiment de tout. Il me reste du calendrier de l'Avent. Ici, c'est mon thé noir du matin. Ici, nous avons du coup infusion éléphant fruits rouges, la base. Ici, c'est tous les petits sachets individuels que je gagne des fois dans les box, dans les concours. Ces petits sachets-là, c'est des Eolia qui m'a fait découvrir la marque. Donc du coup, de temps en temps, je commande et j'ai tout plein de saveurs différentes. Ici, j'ai mes filtres à thé. Parce que je n'utilise plus les boules à thé parce que le thé reste toujours au fond de la tasse. Donc, j'aime pas trop le goût que ça donne. Donc, du coup, je les mets dans ces petits filtres papier. Et ça fonctionne très bien. Ici, on a du Pagès qui est conditionné chez moi en Auvergne. Donc, ici, on a une infusion après repas. Et ici, jambes légères. Ensuite, à côté, on a encore des filtres à thé. Ici, c'est un cadeau de ma belle-maman de Noël dernier, donc la maison de pain d'épices. Infusion gourmande et sucrée dont les notes d'épices et de fruits rappellent les goûters d'antan autour d'une belle tranche de pain d'épices. Une boisson nostalgique pour petits et grands. Donc ça, je le boirai cet hiver. Et ici, c'est ce qui me reste des précédentes box également que j'ai eues. Des fois, je m'en sers pour faire vos concours et les petites choses comme ça. Voilà, je vous ai présenté mon tiroir à thé. Et recoucou, comme dit précédemment dans la vidéo, je viens pour clôturer ce bookmag en vous parlant des chroniques de Bond Street. Alors pour le moment, je n'ai lu que la première histoire, puisqu'on m'a plutôt conseillé de lire un petit livre entre les deux pour pas être trop ennuyé ou en avoir trop par la tête. Donc du coup, j'ai lu Lady Fortescue à la rescousse. Donc, comme dit précédemment, nous sommes dans la Regency désargentée, où chaque personnage est vraiment atypique. Nous avons, alors attendez, il faut que je retrouve les prénoms. Nous avons Lady Fortescue, qui justement est la propriétaire, on va dire, d'une grande maison, qui vont décider de transformer en hôtel, en fait, tout simplement parce que le peu d'argent qu'il leur reste ne leur permet pas de vivre dans la bonne société. Donc du coup, elle va décider d'aller se balader dans un parc et elle va tomber sur le colonel... j'ai plus le nom. Stardust, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, à deux, ils vont réunir leurs maigres économies et à chaque fois, ils vont aller se balader au parc pour essayer de trouver de plus en plus de personnes pour mettre leurs sous en commun et du coup créer l'hôtel qui se situe sur l'avenue de Bond Street. Lady Fortescue a un neveu qui s'appelle le duc de Rochester, si je ne me trompe pas. Et ce duc-là a été perdu d'une Harriet James qu'il a perdu de vue depuis un petit moment déjà. Et c'est la seule femme pour laquelle son cœur a battu, qui voulait se marier. Donc on part sur ce type d'histoire, sur de la romance, sur de l'humour, sur le partage. Chaque personnage est haut en couleur. Ça change énormément des Cozy Mystery de l'autrice que je n'ai pas du tout aimé. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir apprécier cette lecture. Et du coup, je lirai la deuxième partie la semaine prochaine, puisque je vais je vais prendre un court roman entre les deux, parce que du coup la semaine prochaine nous devions lire en lecture commune les Sirènes de Malibu, mais finalement on le décale d'une semaine, donc du coup la semaine prochaine je vais pouvoir
lire d'autres petites choses qui sont dans ma palle. Ça me la fera baisser un petit peu. Et du coup, la semaine prochaine, nous lirons Miss Tonks prend son envol. Voilà. Donc du coup, c'est sur ces bonnes paroles que je clôture ce petit book mag. Semaine riche en émotions, riche en réception aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager vos impressions avec moi, liker, partager. Et si vous voulez vous abonner, pourquoi pas, sait-on jamais sur un malentendu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!